C'est dans un des plus vieux quartiers de Nouméa que Demain c'est nous vient aujourd'hui rencontrer les jeunes Calédoniens. À l'entrée de la ville, la vallée du Tyr. Son histoire est liée aussi à celle de l'usine de Dognombo qui fait partie du décor depuis 1912. C'est justement là que j'ai rendez-vous avec René qui travaille au plancher scoré, au plus près des fours et du minerai de nickel. Bonjour René. Bonjour Myriam. Ça va? Tu fais la bise? Oui, j'arrive pas à enlever le casque. Non, c'est pas grave. Alors c'est ici que tout commence pour toi? Oui, voilà, c'est les vestiaires des fours. Donc on arrive ici, on se change, hein. On met nos EPI, pantalon, veste, casque, lunettes, tout ce qu'il faut pour être prêt, bien sûr les chaussures aussi. Donc toi, ton service c'est où? Je travaille à la production. Cool. Au cœur de l'usine. René, où est-ce qu'on est ici? Ici on est au plancher scoré. Ici on évacue la scorée. Et pourquoi tu as changé d'uniforme? Ben, parce que quand j'avais ma veste verte et jaune, ben, j'étais en sécurité pour travailler dans la SLF, pour me déplacer dans la SLF. Mais là, maintenant qu'on arrive sur les planchers scorés, il faut que je mette ma veste en cuir, okay, qui va me protéger contre les projections de scoré en vision. Et puis mon casque de couleur, là je le baisse pour pouvoir regarder la scoré. Et puis mes gants de couleur. Donc ton métier à toi, c'est pour récupérer la coulée En fait, mon métier, c'est d'évacuer la scorie. Tu vois, parce que le four, en fait, à l'intérieur, on charge le minerai, qui est, je l'expliquais tout à l'heure, mais qui est déjà réduit, qui va fondre. Et ça va se diviser en deux parties. Il y aura le métal et la scorie. Et cette scorie, je suis obligé de l'évacuer, parce que sinon ça va déborder. Et puis, Mais tu restes combien de temps devant le four? ça dépend des coulées. Une coulée, c'est 50 minutes. Donc pendant 50 minutes, on reste devant la coulée. Jamais. Tu dois avoir chaud. Ah oui, on a très chaud, mais bon, on s'y habitue. Oh, ça fait du bien. Ah oui, ça fait vraiment du bien même. Donc je suppose qu'ici on est à la salle de repos. C'est ça, ouais. Tu viens souvent ici? Quand on peut faire notre pause, oui. Comment tu es arrivé à travailler ici? J'ai postulé comme la plupart des gens, en fait. Et en fait, ça remonte à très longtemps. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours vu cette usine ici, quoi. Et puis dès que j'ai eu fini mes études, là, j'ai postulé ici. T'as fait quoi comme étude? J'ai eu un bac pro topographie. Rien à voir du tout avec les fours. Tout de suite, t'as voulu travailler au cœur? Non, pas du tout. Alors je connaissais vraiment pas du tout. Tu sais, quand on est dehors, on voit la SLN comme ça. Franchement, t'es loin d'imaginer comment c'est à l'intérieur. Mais alors là, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, voilà, ici c'est la production, ici c'est le cœur de l'usine. C'est le cœur de l'usine, donc automatiquement, c'est le cœur du pays, quoi. C'est ici, quoi. René, on est où ici? On est à l'une des 3 tours de la SLN, en fait, des fours. On a une très belle vue de la ville et puis aussi de l'usine. La vallée du Tyr, elle fait partie. Je crois que l'histoire de la vallée du Tyr, c'est l'histoire de la SLN, c'est complémentaire. C'est la SLN qui a construit la vallée du Tyr, parce qu'à l'époque, au début, quand la SLN a été construite, les gens habitaient autour. Tu avais des maisons tout le long comme ça, là. Tout
le long de la SLM. Tu vois, donc ils habitaient à côté, quoi. Donc après, bon, bah, ça s'est peuplé vers les alentours et puis la vallée du Tir. C'est un travail prenant, dur. En plus, tu travailles dans les fours. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail? Je fais un peu de sport, je fais un peu de raid aussi. Pour travailler au four, il faut quand même avoir une des qualités premières, c'est quand même avoir une bonne condition physique quand même. Donc voilà, ça aide aussi. Et ça permet d'évacuer un petit peu justement le stress qu'on a eu ici. Et puis voilà, tout ça, quoi. Oui, parce que quand tu es au four, c'est quand même une grande responsabilité que tu as. Oui, c'est vrai que tu as vu tout à l'heure, dès qu'on commence pendant la phase de préparation, comme je te l'avais dit là, dès le début de la préparation, ben voilà, on est déjà concentré sur la coulée, comment on va la sortir. On essaye de faire en sorte que rien ne nous arrive, quoi. On se relâche plus quand on sort d'ici, quoi. On sait qu'on a fait notre travail, on a bien fait notre travail et puis qu'on a mis tout le monde en sécurité et puis que rien ne peut arriver, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Ce que j'aime, c'est pas un intérêt personnel, hein. C'est plus, je vais dire, c'est plus un intérêt général. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que presque on fait l'économie un peu du pays, quoi. Donc se dire qu'on est là et qu'on coule le métal, cette matière qui fait vivre beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie. Bon, je dis pas qu'à l'extérieur on fait rien, mais on y est pour quelque chose dans l'économie du pays. Donc je pense que c'est surtout ça qui me plaît. Je laisse René terminer son quart à la SLN. Le temps pour moi de rejoindre mon prochain invité. C'est à Lovaina que nous avons confié aujourd'hui une caméra. Dans son autoportrait, elle nous parle parfum. Je suis Lovaina, je suis maître parfumeur. Là, vous êtes devant chez moi et je vais vous emmener dans mon atelier boutique. Et voilà, on vient juste d'arriver à mon atelier boutique. Je vais vous emmener à l'intérieur. Je viens de Tahiti où je suis née et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et de là, je suis partie après faire mes études en France pour apprendre le métier de nez parfumeur dans l'école de Guerlain. Et ensuite, je suis venue m'installer donc en Calédonie pour créer mon atelier de parfumerie. Je voulais faire de l'extraction d'huile essentielle. Et puis du coup, j'ai fait mon cursus pour ça, donc j'ai fait de la chimie. Ça, c'est un artiste moderne qui vient de Barcelone, donc il met de l'or dessus, donc ça c'est sa particularité. On a aussi ces flacons-là qui sont faits par un vieux monsieur à Grasse qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est le dernier à travailler le bois comme ça. Donc c'est des bois précieux, on a du bois d'olivier, différentes couleurs. Donc là je vais verser le parfum solide à l'intérieur des petits colliers qui est pour l'instant liquide. Et voilà, j'adore ça parce que quand je mélange mes petites essences, j'ai l'impression d'être une magicienne. Je mélange les odeurs et le but après c'est de créer des émotions et je trouve ça magique. Voilà, on arrive au salon des artisans. Donc c'est un endroit où on a l'habitude d'exposer pour se faire connaître et puis en même temps c'est super de pouvoir rencontrer d'autres artisans, de voir leur savoir-faire, de pouvoir partager. Et c'est beau de voir des gens qui arrivent à vivre de quelque chose qu'ils aiment faire et qu'ils savent faire. Je vous présente ma petite maman qui m'aide énormément dans tout, celle qui a tenu le stand, là, tout le salon, et celle qui m'aide à faire la décoration, à faire le stock. Voilà, Retour à la vallée du Tir où je dois rejoindre Sophie. Après une scolarité en brousse et des études de psy en métropole, cette jeune psychologue exerce désormais sur le Caillou. Salut Sophie. Bonjour Myriam. Ça va? Oui, ça va bien. Où sommes-nous ici? Alors là, tu te trouves dans les locaux de l'association Moi Je t'aide pour sa structure qui se trouve dans les locaux de l'école Anne-Marie Jaoué. La structure Moi Je t'aide accueille 4 enfants autistes âgés de 4 à 10 ans. Tu es psychologue? Oui, je suis psychologue spécialisée dans l'autisme. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'autisme? Pourquoi l'autisme?
parce que je savais que je voulais travailler avec des enfants. Et donc, quand on est en psycho, on ne travaille pas avec des enfants qui n'ont pas de problème. Donc, du coup, j'ai choisi après le handicap et après l'autisme. Et là, tu as une séance? J'ai une séance là, oui, avec Maïwen. Ça va pas la déranger que je sois là? Non, non, non. On l'a anticipé. Et puis, parfois, c'est bien aussi qu'il y ait des événements extérieurs pour justement, parce que c'est naturel que des fois, il y ait des imprévus, etc. Donc, non, on verra bien comment elle réagit. Ok. Allez. Ça va, Maïwen? Tu dis oui? Oui. Super. On y va? Allez, tu fais pareil. Regarde bien, Maïwen. Super, Maïwen, tu as fait pareil. Donc Maïwen, c'est une petite fille qui a 4 ans, qui est scolarisée à Nouméa. Donc, elle a été diagnostiquée autisme typique infantile. Donc l'autisme, c'est un trouble qui est hétérogène, donc qui va toucher la communication, les interactions sociales et les comportements et les intérêts restreints en fait. Donc dans la communication, c'est effectivement que soit ils vont pas, enfin, souvent ils ne parlent pas, ou le langage il n'est pas fluide, il n'est pas naturel, etc. Ou ils ont une utilisation assez spécifique du langage, comme les écolalies qu'on a pu voir avec Maïwen en fait. Au niveau des interactions sociales, c'est que effectivement, ils n'utilisent pas de mimiques ou de gestes pour combler aussi ou pour interagir avec l'autre. Et au niveau des comportements et des intérêts restreints, c'est que par exemple, ils vont prendre un objet et ils ne vont pas l'utiliser de manière fonctionnelle en fait, ou ils vont être attirés par une partie spécifiquement, ou pour certains, ils peuvent être attirés que par les panneaux de signalisation, que par des parties d'objets, de collectionner des papiers, etc. Oui, le plus petit. Montre-moi le plus petit. Oui, c'est toi. Petit. Super, ça c'est le petit. Attention. Où est le grand? Ouais, bravo, Maïwen. Le 3. Qu'est-ce que tu veux? Le ressort. Chut. Je veux le ressort. Très bien, Maïwen. Tiens. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Maïwen? Avec Maïwen, ça fait 1 an et demi que je travaille avec elle. Donc c'est vrai que je l'ai eu au tout début où elle ne parlait pas, Maïwen. Donc là, tu vois, aujourd'hui, elle peut faire des phrases, même si c'est des phrases simples, mais elle peut faire des phrases. Donc en fait, ma première mission a été justement, avec l'aide de son orthophoniste, de mettre en place un moyen de communication pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que du coup, elle n'avait aucun moyen pour s'exprimer et effectivement, il y avait beaucoup de troubles du comportement. Donc oui, pour certains, les progrès vont être plus rapides que pour d'autres, mais on avance et heureusement parce que ça nous valorise aussi dans notre travail. Le fait que Maïwen soit avec les enfants normaux, c'est bien pour elle? Oui, c'est bien parce qu'on apprend aussi par imitation. Et puis tu vois, elle interagit avec ses copains, elle peut jouer et tout. Parce que justement, on a des enfants qui vont être sensibilisés au handicap. Tu vois, la dernière fois, j'étais venue en récréation et il y a un petit garçon qui me dit « Mais te moque pas de lui, il est handicapé, il est handicapé ». Donc je veux dire, voilà, on a déjà une sensibilisation des petits, donc moi je trouve ça intéressant. Sophie, le fait de voir évoluer Maïwen, qu'est-ce que ça te fait? Moi, j'en suis très contente, mais en fait, je suis aussi soulagée pour les parents parce que du coup, Maïwen, elle arrive à faire plus de choses à la maison. L'intégration à l'école s'est bien passée parce qu'elle n'a pas de retard non plus dans les apprentissages. Donc oui, moi, je suis contente parce que mon travail porte ses fruits, mais je suis d'autant plus contente parce qu'elle, ça l'aide à évoluer dans notre monde, en fait. Et ça aide aussi les parents? Oui, je pense, oui. Alors peut-être pas toujours autant qu'ils aimeraient, mais oui, ça aide les parents en fait. Vous savez déjà, Maïwen, elle arrive maintenant à communiquer avec ses parents, donc au début, elle n'y arrivait pas, quoi. Donc je veux dire, oui, je pense que ça les aide. Et puis ils ont créé une vraie relation. À 29 ans, Sophie est très investie auprès des enfants autistes. Pour elle, l'autisme est un handicap plus qu'une maladie. Comment réagit-on face au handicap?
C'est le thème du jour dans la case de Paroles de jeunes. J'ai des amis handicapés, ouais. Ça m'empêche pas d'être le plus naturel avec eux, quoi, de les considérer comme moi. C'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils sont pas sur le même pied d'égalité de moi, mais je pense que leur handicap leur donne plus de valeur et plus de force intérieure que pas mal de personnes dites qui se disent non handicapées. Ouais. Là, tout de suite, non, j'ai pas d'exemple de proches qui soient handicapés physiquement ou mentalement. Quand j'allais au travail de ma mère le mercredi après-midi, j'étais avec des enfants handicapés. Je me souviens qu'à l'école primaire, j'étais en maternelle, il y avait un enfant handicapé avec nous et moi, ça me faisait de la peine parce que tout le monde se moquait de lui. C'est vrai qu'entre enfants, des fois, on a des remarques assez méchantes. Donc tout ça, voilà, je peux pas dire que j'ai un proche handicapé, mais dans ma vie, j'ai été entourée de personnes handicapées. Ouais, c'est ma mère. Je me sens... Il y a un peu de pitié, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour l'aider à avancer dans la vie, pour l'aider à avancer dans la vie. La première réaction qui, je pense, va forcément être naturelle, c'est le fait d'être, je pense, un peu gêné. Mais ensuite, il faut essayer de prendre un peu sur soi et puis de voir cette personne-là en dehors de son handicap. Moi, je me sens concernée par ça et je trouve dommage que les gens autour de moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas concernés, par contre. Quand je vois les jeunes qui conduisent en étant sous et ils ne se rendent pas compte qu'un accident, on parle des morts, mais on ne parle pas de tous ceux qui restent invalides. Même si depuis une dizaine d'années, ça apparaît un peu plus, mais je pense que là-dessus, on a encore énormément de progrès à faire sur l'accès, l'accueil et l'écoute des handicapés ici. Ouais. Au quotidien, je pense que pour les handicapés, ça doit être quand même assez dur. Par exemple, rien que pour accéder, pour monter dans un bus, il n'y a aucune rampe pour les handicapés ou quoi que ce soit pour leur faciliter un accès, par exemple. Non, il n'y a pas assez carrément. J'en vois, mais il n'y a pas assez. Avec le nombre d'handicapés qu'il y a là, il faudrait faire encore plus pour que voilà quoi, ils soient bien tranquilles. Il ne faut pas les mettre de côté. Et puis je pense que c'est mieux les insérer dans la société. Il a besoin d'être entouré d'une façon différente. Il a des besoins qu'un autre enfant n'aura pas et il faut qu'on y réponde. Donc s'il est avec les autres enfants, on ne peut pas les... Comment dire faire une classe de la même façon. Donc non, moi je pense pas. Forcément que c'est une bonne idée. Je pense que la question, elle se pose même pas parce que c'est des élèves comme les autres, en fin de compte. Ça peut être aussi dangereux aussi de les mettre face au regard des autres et peut-être qu'ils vont subir les moqueries, tout ça. Et voilà, ça peut être dangereux d'un côté et bien de l'autre. Malheureusement, ils occupent une place trop stigmatisée. C'est des gens qu'on sait qu'ils sont là et on ne fait pas d'efforts pour eux. La place qu'ils occupent dans la société, elle est forcément marginale, puisque c'est une minorité de personnes. Et forcément, c'est dur pour eux, je pense. Les gens, tout de suite, quand ils les voient, ils les regardent et pour eux, voilà, ils sont... Enfin, voilà, je dis pour moi, pour eux, ils sont plus faibles, tout ça. Ils peuvent pas faire grand-chose, tout ça. Alors que, c'est le contraire. Les handicapés, ils sont comme nous, en fait. C'est à la maison de quartier de la Vallée du Tyr que j'ai rendez-vous avec Steven. Animateur, Steven tente de dépasser les préjugés et de créer le lien avec les jeunes du coin. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour Steven. Bonjour. Alors c'est quoi le programme du jour? Là, on est en train de préparer nos affiches. Là. C'est pour une animation qui va avoir lieu la semaine prochaine, VDT dans la place. Puis du coup, on est en train de préparer les affiches et tout, voir un peu notre itinéraire là, sur le quartier, où est-ce qu'on va aller coller les affiches. Du coup, là, on va aller sur la deuxième vallée du Tyr, coller devant les commerces, les associations, tout ça, informer les gens qu'on croise. Political, knock
gonna make anybody cry. Just gonna hold you for a minute. Give you a pan and skillet. Cook up a little millet. C'est bien parce que là, tous les jeunes t'accompagnent. Oui, comme d'hab. Quand on fait des petites tournées comme ça, coller les affiches, informer les gens, voilà, la bande ici. Ouais, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ton métier? Mon métier, moi je suis animateur jeunesse, c'est de proximité. C'est-à-dire que voilà, animateur jeunesse, ben, je m'occupe des jeunes de 14 à 26 ans. Puis on fait des petits délires, des petits projets, tout ça, des sorties, des ateliers, tout ça. L'insertion. Et puis la proximité, ben voilà, c'est ce qu'on fait là. On va à la rencontre des gens, pour écouter leurs besoins, leurs attentes. Mais voilà, mon public, c'est avant tout les jeunes. Fait que voilà, quand je fais des trucs, c'est tout le temps avec la bande. J'essaie toujours de voilà, motiver la bande. Allez, c'est pour vous, donc on fait ensemble, quoi. Donc comme là aujourd'hui... Voilà, comme aujourd'hui, par exemple. Tu passes beaucoup de temps alors à l'extérieur? Oui, beaucoup de temps à l'extérieur, ben, c'est mon rôle. Moi, je suis animateur de quartier. C'est-à-dire que voilà, ma place est dans le quartier, quoi. Elle n'est pas dans un bureau. C'est-à-dire que voilà, je suis souvent avec les garçons dehors ou avec les familles à discuter, à écouter leurs attentes, leurs besoins. Et puis ben, ça, c'est une action qui vient d'eux, justement. Tu vois, c'est que cette place-là, là où on est, là, la place Constantine, c'est le cœur de la vallée du Tiers. C'est le cœur de la vallée du Tiers, mais voilà, c'est une place qui fait peur, on va dire. Que les gens ont peur de venir, tout ça. Et du coup, pour remédier à ça, tous les premiers mardis du mois, on met en place cette action-là, VDT, dans la place. Et voilà, c'est des animations culturelles, des démonstrations de danse, des démonstrations d'arts martiaux. Là, pour celui-là, là, c'est le dernier de l'année. Puis ça va être un tremplin musical. Et du coup, c'est les jeunes du quartier, c'est leur petit groupe, ils vont animer leur propre quartier, quoi. C'est un peu pour revaloriser la place. Tu travailles avec les jeunes, tu les encourages, donc c'est quoi ton rôle avec eux? C'est un peu le rôle d'un grand frère. C'est un peu le rôle d'un grand frère, c'est essayer de leur montrer la route. Mais voilà, faut bien comprendre que c'est à eux de prendre la route. C'est pas à nous de les tenir la main pour prendre cette route-là. Moi, mon rôle, c'est ça, là, c'est de leur proposer un max de chemin à prendre. Et voilà, après, c'est à eux de prendre leur autonomie, quoi. De prendre leurs responsabilités, de prendre leur petite indépendance pour justement être acteurs de leur vie. Déjà être acteurs du quartier, puis être acteurs de leur vie. If you don't know me now, I will show you how we came to. Parmi les activités que propose Steven aux jeunes de la vallée du Tir, la musique offre un bon moyen d'expression. Dans le ghetto, dans le quartier populaire, on est tous frères mais on fait toujours la guerre. Dans le ghetto, tous fils de cette terre. Même combat, chacun à sa manière. Oui, dans le ghetto, dans le quartier populaire, on est tous frères même si on fait toujours la guerre. Dans le ghetto, tous fils de cette terre. Même combat, chacun à sa manière. Ça va faire quoi, 1 an qui répète ici, là, à la maison de quartier. Et justement, c'était pour créer une dynamique. On va dire que voilà, la salle de musique, elle leur était pas accessible avant. Et du coup, par l'intermédiaire des animations jeunesse, du partenariat entre les services, tout ça, on a pu avoir ce créneau gratuitement. Et l'idée, c'est de créer un groupe, quoi. C'est de fonder un groupe. Et voilà, avec tout ce qui s'ensuit, quoi, maquette, CD et tout. Comment tu es devenu animateur de quartier? Moi, j'ai commencé à la maison de quartier de Saint-Quentin. J'étais vacataire à l'époque, maintenant ça s'appelle PRP, personne de ressources de proximité. J'ai commencé là-bas parce que voilà, je cherchais un taf. Puis du coup, la maison de quartier a fait appel à moi parce que voilà, j'avais une petite influence dans le quartier, je connaissais un peu le quartier et tout. Puis c'est justement le but des personnes ressources de proximité, quoi. C'est de créer le lien entre les habitants, les jeunes et la maison de quartier. Justement, c'est ça qui a créé le déclic en moi, quoi. Ces petites expériences-là, juste pour gagner des pièces, ça m'a donné envie de faire plus. Quels sont les besoins des jeunes de la vallée du Tir? Le constat que j'ai fait, c'était que les jeunes, ils étaient livrés à eux-mêmes, quoi.
s'étaient livrés à eux-mêmes, ils traînaient, ils ne savaient pas quoi faire, il n'y avait personne pour les écouter. Puis du coup, voilà, dès qu'il y a une oreille qui est là pour les écouter et tout, ben, les idées, elles arrivent, quoi, tu vois. Là, ils voulaient faire un club de futsal, après un groupe de musique, les filles un groupe de danse, ils voulaient faire des sorties, on a fait des sorties sur les îles, dans le nord. C'est un gros travail, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça demande plein de choses, tu vois, c'est avant tout donner. Mais voilà, ce qui arrive en retour, c'est... Voilà, Il y a plus de bonheur à donner. Voilà, c'est immesurable. Et ça, c'est pareil avec ma fille qu'avec les jeunes. Pas que les jeunes, d'aider les gens, tout ça. De donner un petit truc et tu vois qu'après, ça porte ses fruits, là, c'est une belle des choses. Steven, Sophie ou René, chacun dans leur domaine, sont complètement investis dans leur travail. L'intérêt général, le don, la parole, l'écoute, tous d'excellents moyens d'apporter sa pierre à l'édifice. Qu'en dites-vous pour nous demain ?